Merci beaucoup, Marc, de m'avoir donné l'opportunité de présenter quelques mots la politique nucléaire aujourd'hui et d'essayer de vous en donner les tenants et les aboutissants, qui s'inscrit effectivement. Le nucléaire, c'est 67% de la production électrique en France, donc c'est évidemment le gros morceau de la politique de la production d'électricité française. Donc, je vais commencer par vous montrer un document, c'est un peu une devinette. Donc c'est un document, c'est une lettre. Je vous lis simplement le premier paragraphe. Après une longue période de stagnation, l'énergie nucléaire semble appeler à un renouveau compte tenu de l'accélération des besoins énergétiques des puissances émergentes et de la nécessité désormais reconnue de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tous les pays qui maîtrisent les technologies nucléaires prennent donc position pour conquérir de nouveaux marchés et éventuellement les dominer. À votre avis, qui est l'auteur de cette lettre? Et la date, alors bon, je vous le dis tout de suite, c'est un président de la République, c'est en 2009, c'est Nicolas Sarkozy. Et donc, en fait, ces phrases auraient pu être écrites aujourd'hui ou en 2022. Donc, c'est aussi l'idée que les choses avancent lentement. C'est une très longue histoire, s'il faut retenir quelque chose de la politique de l'énergie nucléaire, c'est qu'on travaille vraiment sur le temps long, parfois très long. On se pose parfois des questions sur l'électricité en 2120. Alors ça peut paraître un peu absurde, mais c'est effectivement des questions sur lesquelles on réfléchit. Alors, la première chose que je voudrais dire en introduction, c'est d'abord pourquoi l'électricité est un sujet si particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'en fait, on a beaucoup de raisonnements, notamment des raisonnements économiques qui ne tiennent pas. L'électricité, c'est un sujet un peu spécial, et donc je voudrais en introduction vous donner quelques idées là-dessus pour partir sur des bonnes bases. D'abord, l'électricité est un bien commun devenu essentiel. Alors ça paraît banal, pour l'instant j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même très important d'en avoir conscience. Et c'est beaucoup plus important aujourd'hui que quand j'étais petit, par exemple, quand j'étais enfant. Quand il y a une panne d'électricité, on sortait les bougies, on rigolait quand même parce que c'était quand même on était dans le noir, c'était assez drôle. Certes, il y avait des usines qui s'arrêtaient, mais après tout, quand il y a une grève aussi, les usines s'arrêtent. C'est pas non plus un truc insurmontable. Et puis, voilà, c'était un événement. Bon, si c'était comme en décembre 78, en plein hiver, ça pouvait être un peu pénible au bout d'un moment, mais on s'y faisait. Aujourd'hui, s'il y a une panne d'électricité, on l'a vu par exemple dans le contexte du blackout en Espagne, mais on le voit quand il y a une tempête, par exemple, qui met des pylônes par terre. Aujourd'hui, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous n'avez plus de téléphone portable, vous n'avez plus de relais téléphoniques. Donc déjà, vous ne pouvez plus appeler vos enfants, votre maman, etc. Vous n'avez plus de distributeur de billets qui fonctionne, vous n'avez plus de caisse enregistreuse qui fonctionne, vous n'avez plus de service, vous ne pouvez plus rien commander. Et donc, en fait, le monde s'arrête et c'est extrêmement stressant pour les populations. D'ailleurs, quand il y a des tempêtes et qu'il y a des pylônes qui tombent, que font les gens? Ils s'en vont. S'ils peuvent, s'ils ont la possibilité, s'ils ont des amis qui peuvent les héberger dans une autre région, etc., ils s'en vont parce que la vie n'est plus possible sans électricité. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ça a beaucoup de conséquences sur la façon dont sont décidées les politiques publiques. Il y a une notion de sécurité dans l'approvisionnement en électricité qui est absolument déterminante. C'est un sujet même de souveraineté. Du coup, l'électricité n'est pas un marché comme les autres. Marc l'a déjà dit. Alors malheureusement, la Commission européenne fait tout pour que ce soit un marché, parce qu'elle est très convaincue des bienfaits du marché, parce que dans d'autres contextes, par exemple dans le contexte des télécoms, des téléphones mobiles, ça a très très bien fonctionné, les règles du marché. Mais dans le domaine de l'électricité, ça fonctionne beaucoup moins bien que ça. Et donc, on fait semblant d'installer un marché européen de l'électricité, on joue à la marchande, on pourrait dire, mais en réalité, dès que le marché dysfonctionne, on met des patchs, des corrections, on prend des règles qui vont contrevenir au libre marché, parce qu'il ne faut surtout pas que les choses déraillent. Donc en réalité, l'électricité, ce n'est pas vraiment un marché. Par exemple, quand on a ouvert à la concurrence la vente d'électricité, pour pas qu'il n'y ait que EDF qui vend de l'électricité en France, on a créé tout un tas d'alternatifs qui ont prospéré. C'est les gens qui vous appelaient en disant « Vous savez que je peux vous vendre l'électricité à 1,5 centime de moins que le voisin », qui vous harcelaient sur vos téléphones portables. Mais il y avait quand même une règle,
si un de ces fournisseurs faisait faillite, tous les clients étaient récupérés par EDF. Parce qu'on ne peut pas se permettre que des gens n'aient pas d'électricité. Et ça, ce n'est pas un marché. Parce que dans un marché, il y a des gens qui font faillite. Le marché, il y a une concurrence. Donc en fait, on n'est pas dans un vrai marché. Et ça découle vraiment du premier élément, que l'électricité est trop importante pour pouvoir être laissée à la libre évolution du marché. Comme c'est un sujet très important, c'est un sujet de souveraineté, il ne peut être piloté que par l'État. Et effectivement, c'est un domaine qui est extrêmement dirigé par l'État. Voilà, ça c'était les éléments de base que je voulais rappeler pour partir sur ces fondations. Alors, le président de la République a fait en 2022 un discours dit de Belfort, qui a relancé la politique nucléaire en France. Et donc, je voudrais quand même y passer un peu de temps pour dire, mais pourquoi finalement ça s'est passé et pourquoi en 2022 ? Et donc, ce n'est pas inutile de rappeler aussi ces arguments de base avant d'aborder les choses concrètes sur la politique nucléaire en France aujourd'hui. Alors d'abord, il faut rappeler cette chose qui découle aussi du transparent précédent, de la slide précédente, c'est qu'un besoin essentiel ne peut pas reposer sur une technologie qui n'existe pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas... J'avais un de mes prédécesseurs qui disait « on ne saute pas d'un parachute avec une pelote de laine ». En disant peut-être que je vais arriver à tricoter un truc. Non, quand c'est important, on fait attention, on regarde les technologies dont on dispose et on n'utilise pas des technologies qui n'existent pas. Par exemple, Marc a cité l'hydrogène. On ne peut pas aujourd'hui construire une politique d'électricité française sur l'hydrogène parce que l'hydrogène n'existe pas encore. C'est beaucoup trop cher, les électrolyseurs ne savent pas moduler. Il y a tout un tas de problèmes qui font que ce n'est pas encore prêt. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la R&D pour penser à la suite, à d'autres méthodes et tout. Mais on choisit de faire reposer un besoin essentiel sur une technologie qu'on maîtrise. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'à nos latitudes, et ça c'est fondamental parce que ça dépend des pays, la politique énergétique ne peut pas être la même dans tous les pays, nous avons des hivers sans soleil et parfois sans vent. On a aussi les rivières qu'on a, c'est-à-dire on a quand même une hydroélectricité qui est intéressante, mais on n'est pas la Norvège, on n'est pas le Québec. Au Québec, l'EDF local s'appelle Hydro-Québec, parce qu'ils ont 98% de leur électricité qui vient des grands fleuves du Nord, qui sont extraordinaires, qui d'ailleurs produisent plus avec le réchauffement climatique, parce qu'ils ont plus d'eau, plus de débit. Il y a des gagnants, si on peut dire, au réchauffement climatique. Mais voilà, nous, on a une hydroélectricité qui peut fournir 10% typiquement de l'électricité française, mais ce n'est pas suffisant, c'est bien, c'est très bien, parce que c'est très important, parce que c'est une source quasiment idéale, l'hydroélectricité, qui a très peu de défauts, à part au départ, quand on construit quand même le barrage, on a un petit souci, mais sinon, une fois que l'hydroélectricité est là, c'est quand même une source d'électricité absolument géniale, et elle nous produit 10% d'électricité en France. Mais on a des hivers, alors sans soleil, ça c'est tout le temps, parce que le soleil est très bas l'hiver, donc il y a une production d'énergie solaire qui est très très proche de zéro, parce c'est un pays assez au nord, et puis on a dans nos latitudes des anticyclones sans vent qui peuvent durer, alors ça dépend des fois 2-3 jours, des fois 8-10 jours. On a des périodes longues sans vent. Et donc, il faut trouver autre chose que le solaire ou l'éolien pour couvrir la principale partie de l'électricité en hiver. Et j'ajoute qu'en hiver, on est un pays où il fait encore quand même froid, même s'il fait froid encore de moins en moins, puisque personnellement, j'ai allumé mon chauffage avant-hier, donc c'est la première fois que j'ai allumé mon chauffage en novembre, mais bon, c'est comme ça. Mais on a encore des hivers froids, c'est-à-dire qu'il faut quand même chauffer les gens l'hiver. On a encore des pointes de consommation l'hiver, dans ces moments où justement on va manquer de soleil ou de vent. Donc il faut autre chose, et il faut ajouter qu'on ne sait pas stocker l'électricité en grande quantité. Ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer à Ségolène Royal en 2013. Je lui disais, parce qu'elle disait,
face à ce problème, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, elle disait, mais il n'y a qu'à stocker. Mais je lui disais, mais si vous prenez tout le cobalt de la planète, et que vous faites des batteries de Zoé avec, parce qu'à l'époque c'était la Zoé, la voiture en 2013, vous pouvez stocker l'électricité de la France pendant 3 semaines, avec tout le cobalt de la planète. Donc les ordres de grandeur ne sont pas du tout là. Donc bien sûr, on sait stocker dans un téléphone, on sait stocker de l'électricité dans une voiture, mais les quantités d'électricité pour chauffer une région sont tellement importantes que la règle de 3 montre que ça ne passe pas en fait. On ne sait pas stocker l'électricité française ou même d'une région pendant une semaine. Ça, on ne sait pas faire. Donc du coup, il faut choisir, et quelque part, le choix, il est entre le nucléaire et le gaz. Pourquoi ? Parce que le charbon, tout le monde considère que c'est moins bien que le gaz. Je crois que là-dessus, s'il y a un moment où on est consensuel, c'est quand même là. Le charbon est moins bien que le gaz pour des raisons de santé publique, et puis aussi pour des raisons d'émissions de CO2, parce qu'il émet plus de CO2 que le gaz. Quoique quand le gaz est liquéfié et regazéifié, comme le disait Marc, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre le charbon et le gaz. Mais disons que, en gros, pour l'hiver, pour passer les pointes d'hiver sans vent, on a le choix entre le nucléaire et le gaz. En gros, les Allemands ont choisi le gaz, nous on a choisi le nucléaire. Et c'est un choix politique. Il n'y a rien de scientifique qui peut vous dire que le nucléaire c'est mieux ou que le gaz c'est mieux que le gaz. C'est un choix politique. Je suis filmé là, non? Bon. Donc, c'est un choix politique et le rôle du scientifique, il n'est pas comme l'a dit Marc tout à l'heure. Chacun peut se faire son idée. On a le droit de ne pas aimer le nucléaire, on a le droit de ne pas aimer le gaz aussi. Pour des raisons en fait historiques, l'Allemagne a choisi le gaz et la France a choisi le nucléaire. Pour des raisons aujourd'hui de savoir-faire industriel, puisque une fois qu'on a une industrie qui est mise en place et qui sait faire des choses, c'est vrai que c'est très difficile de changer de filière. Pour des raisons heureuses de décarbonation, mais quand la France a lancé le nucléaire dans les années 50, personne ne se souciait des émissions de CO2. C'est beaucoup plus tard, à partir des rapports du GIEC, premier rapport en 1990, mais qui était quand même assez confidentiel. Mais c'est un peu plus tard, dans les années 2000, où on s'est rendu compte. Et pour la filière nucléaire, c'était une bonne nouvelle. On s'est rendu compte qu'il y avait un avantage décisif, c'est que c'était une faible émission de gaz à effet de serre. Et puis, aussi pour des raisons de technologie duale, c'est ça qui diffère principalement l'histoire de la France de l'histoire de l'Allemagne, c'est que le nucléaire, c'est aussi le nucléaire militaire. Et donc, historiquement, la France a opté pour le nucléaire. Et on arrive avec cet héritage. Alors, pourquoi en 2022 ? Parce qu'en fait, il y a eu quand même des événements importants en 2021. D'abord, il y a eu une crise du gaz en 2021, assez importante, qui était due à beaucoup de facteurs. Un gazoduc qui est incendié ici, un autre qui est en réfection là. Là, il y a eu un hiver froid, puis un été chaud, donc hausse de la climatisation, donc hausse des consommations de gaz. La reprise de l'industrie de la Chine après Covid. Bref, tout un tas de facteurs qui ont fait monter le gaz. Et donc, les prix de l'électricité ont fortement augmenté en septembre 2021. En plus, il y avait un anticyclone en septembre 2021. Alors, les anticyclones en septembre, ça fait mal aussi, parce que les éoliennes ne fonctionnent pas. Et donc, du coup, les prix de l'électricité ont fortement augmenté. Et là, évidemment, ça, c'est un signe politique qui est très fort. Il y a eu autre chose, et il faut le citer, parce que c'est peut-être moins connu, mais ça a joué un grand rôle dans la tête du président de la République, c'est les simulations systémiques de RTE, qui, pour la première fois, RTE a été capable de faire des simulations d'un système électrique. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Mais c'est très difficile, ça demande des gros moyens de calcul, beaucoup d'expertise, parce que des fois, on compare une électricité avec une autre en euros par mégawattheure, parce qu'on a que ça, on dit le photovoltaïque, c'est tant d'euros par mégawattheure, le nucléaire, c'est tant d'euros par mégawattheure, etc. Mais en réalité, on ne peut pas comparer ces choses-là, ça n'a pas de sens, parce que quand vous avez une source qui manque, il faut bien qu'une autre prenne le relais. Et dans ce cas-là, le prix de la source qui manque, il ne sert à rien. Et il aurait fallu compter dans le prix de la source qui manque le prix de la nécessité d'avoir une source qui prend le relais quand elle n'est pas là. Et donc, en fait, la seule façon de vraiment calculer l'efficience, la pertinence d'un système électrique, eh bien, c'est de faire un calcul complètement systémique, c'est-à-dire vous partez d'un système global, vous regardez
avec certaines conditions météorologiques que vous tirez au sort, donc c'est quand même des gros calculs, 500 tirages au sort de conditions météo. Vous savez comment les Français se comportent quand la température augmente, la température diminue, etc. Vous regardez le comportement global du système avec les réseaux que vous avez, et vous arrivez à des conclusions. Et ces travaux-là ont été menés tout au long de l'année 2021. Et bien avant d'ailleurs que les conclusions de RTE soient publiques, le président de la République s'était intéressé à tout ça et était arrivé à la conclusion qu'il fallait effectivement relancer le nucléaire pour avoir un système qui marche l'hiver. Le discours de Belfort, c'est en février 2022, c'est avant la guerre en Ukraine. Parce que souvent les journalistes disent à cause de la guerre en Ukraine, le gaz a monté, donc on a relancé le nucléaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, le discours de Belfort était avant, donc ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a provoqué ça. Alors, un point sur la décarbonation. La décarbonation, on peut l'illustrer en regardant, par exemple, effectivement, là, donc c'est un lien qui devrait m'emmener normalement sur le site que vous connaissez peut-être, parce qu'il est quand même maintenant assez connu, qui est Electricity Maps, qui vous montre en temps réel le mix électrique des différents pays. Donc, vous voyez, à l'heure à laquelle on se parle, enfin, c'était à 15h15. Ah, par contre, il est sur mon écran, mais il n'est pas sur... je ne sais pas si la personne est là. Bon, le technicien n'est pas là. Alors, je ne sais pas comment on fait pour... Là, je l'ai sur l'écran, mais je ne l'ai pas sur le truc. Je ne sais pas comment on fait. Non, mais c'est pas... Enfin, je ne veux pas trop perdre de temps avec ça. Je reviendrai alors après. Sur cette slide. Je reviendrai après. Là, vous avez un nuage de points qui vous montre un peu la même chose. Ce sont les émissions de CO2 en fonction des pays. Pour différents pays, chaque pays a une couleur, en fonction de la quantité d'électricité générée. Et il y a un point par heure. C'est une courbe qui est dessinée chaque année par Thomas Auriel. Et vous avez l'Allemagne en marron. Donc vous voyez, quand il n'y a pas de vent en Allemagne, on fonctionne beaucoup sur le charbon parce qu'ils n'ont pas encore remplacé toutes leurs centrales au charbon par des centrales à gaz. Ils sont en train de le faire. Et donc on est à 600 grammes de CO2 par kilowattheure. Et puis quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, ils peuvent descendre jusqu'à presque 50. La France est en dessous à cause du nucléaire, ou grâce au nucléaire, disons. Et puis vous avez la Pologne qui est très charbonnée, encore plus charbonnée que l'Allemagne. Et puis tous les pays, des pays sont encore meilleurs que nous. La Norvège, par exemple, qui a l'hydroélectricité, on ne la voit pas bien, mais c'est un trait rose ici. Elle est évidemment extrêmement basse. Là, c'est l'hiver, on consomme beaucoup. Là, c'est l'été, on consomme moins. Bon, si on peut voir en temps réel, je pourrais vous montrer qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc évidemment, la décarbonation est devenue un sujet de plus en plus important dans l'agenda politique, et on n'est pas les seuls à avoir fait un discours de Belfort. Il y a beaucoup de pays qui ont annoncé la relance du nucléaire. Là, je donne actuellement le classement finalement des premiers. Je n'ai pas mis l'Ukraine parce que savoir la production d'électricité nucléaire en Ukraine, c'est un peu compliqué. Mais enfin, ça varie un peu en fait en fonction des événements. Mais vous avez en gros les 9 premiers producteurs d'électricité nucléaire dans le monde. Les États-Unis sont les premiers en importance en gigawatts. Ouais, j'avais un petit problème pour... merci beaucoup d'être revenu. Donc en fait, je ne sais pas, peut-être la plupart d'entre vous connaissent ce site, qui est une appli qu'on trouve sur son téléphone portable, Electricity Maps. Et ça vous donne en temps réel le mix électrique, qu'est-ce qui fonctionne dans le pays. Donc vous voyez ici la barre grise, ça vous donne le potentiel, en fait, la capacité de production d'électricité. Donc vous voyez que par exemple en France, on a un peu plus de 20 gigawatts de solaire installés. Et actuellement, parce que voilà, là on n'a pas de fenêtre, mais il fait pas on est l'hiver, donc le soleil n'est pas non plus au plus haut. Donc on arrive quand même, c'est un jour quand même assez clair, on arrive quand même à produire un peu d'électricité solaire, quelques gigawatts, un peu d'éolien, c'est un jour où il y a du vent, et le nucléaire est là. Et comme on a une bonne électricité, on est même en train de stocker de l'hydro, donc en remontant de l'eau dans les barrages, et ça vous donne cette courbe-là. Puis on exporte en ce moment, on exporte en Allemagne, en Suisse,
au Royaume-Uni et en Italie. Et puis si vous regardez, vous pouvez aller sur la carte et puis regardez. Restez, hein, parce qu'après il va falloir que je revienne sur le PowerPoint. Ça va être pareil. Hein. Si vous allez en Allemagne, alors l'Allemagne c'est pas trop mauvais aujourd'hui parce que il y a du vent. Donc vous voyez que d'ailleurs il y a des cartes hein, des vents, etc. Ah non, ça c'est pas les cartes des vents, c'est les cartes des exports, pardon. Vous avez une bonne production éolienne. Ils ont 100 gigawatts de solaire installés, mais comme c'est l'hiver, ils n'ont que 8 gigawatts de produits. Mais donc l'éolien a réussi à être au-dessus du charbon. Le charbon est encore au-dessus du gaz en Allemagne. Ils n'ont pas encore fini cette semi-transition, mais ils sont dans un score qui n'est pas trop mauvais, 335 grammes. Sachant que si vous avez bien vu le nuage de tout à l'heure, parfois ils vont à beaucoup plus... Alors la Pologne, là, est vraiment dans un... Elle change de couleur, là, elle est dans une couleur encore plus grave. Ils sont à 800 aujourd'hui. Donc ça veut dire que vraiment, ils sont essentiellement au charbon. Voilà, donc bref, on peut s'amuser avec tous les pays, hein, évidemment, c'est assez intéressant. Et là, je suis revenu tout seul comme un grand. Merci beaucoup sur le PowerPoint. Et donc, on peut recommencer. Donc, on n'est pas les seuls à avoir relancé le nucléaire pour ces raisons-là, d'avoir mis l'agenda de la décarbonation au plus haut. Et donc, comme dans toutes les technologies de l'énergie et dans bien d'autres, les Chinois sont en tête. Hein, les Chinois sont les plus forts et les plus rapides et les plus puissants dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydrogène, dans le charbon aussi, parce qu'ils continuent à construire 2 centrales à charbon par semaine, et aussi dans le nucléaire, puisqu'ils ont promis, là vous voyez, vous avez les réacteurs en opération, c'est en bleu, c'est-à-dire c'est les mêmes histogrammes que ce qu'il y a aujourd'hui, hein, avec les États-Unis, la France et la Chine en 3e position. Et puis au-dessus du bleu, vous avez les réacteurs qui sont en construction. Alors si vous regardez la France, par exemple, là, le petit truc orange que vous voyez, c'est Flamanville. Vous voyez, donc c'est pas grand-chose, hein, 1,6 gigawatts sur une échelle qui va jusqu'à 400 gigawatts, c'est pas grand-chose. Alors on l'a mis en construction parce que d'abord c'est un graphe que j'ai fait il y a 6 mois, donc j'ai pas. Non, il est quand même en opération, mais comme il n'est pas complètement à pleine puissance, il est encore en orange. Mais bref. Et puis au-dessus, vous avez des réacteurs proposés. Donc là, la brique jaune, c'est les 6 EPR2 que le président de la République a proposés. Et la Chine, elle, évidemment, a... alors planifié, c'est quand on est allé un peu plus loin que proposé. Là, c'est quand vraiment la Final Investment Decision est prise, ce qui n'est pas encore le cas des EPR2 en France, en fait. C'est fin 2026. Et donc, vous voyez que la Chine a l'ambition d'aller là. Alors, récemment, Trump, pour faire mieux que la Chine, a dit qu'ils allaient monter à 400 gigawatts. Bon, on est filmé, hein, donc je ne dirais pas ce que j'en pense, mais je ne pense pas que l'industrie américaine parviendra à faire 400 gigawatts de centrales électronucléaires en 2050. Il n'y a que la Chine qui est capable de faire une chose pareille. Bref, en tout cas, voilà, c'est une période où il y a beaucoup d'annonces pour augmenter le nucléaire, essentiellement en raison de l'objectif de décarbonation. Alors, depuis 2022, donc le président de la République a relancé ça et les choses sont décidées dans une instance qui s'appelle le Conseil de politique nucléaire, qui se réunit entre tous les 6 mois et tous les ans, dont je suis chargé du secrétariat et du suivi de la mise en œuvre des décisions. Donc ça m'occupe pas mal d'ailleurs, c'est une des occupations significatives dans mon travail au commissaire à l'énergie atomique, qui consiste à conseiller le gouvernement sur le plan scientifique et technique. Donc scientifique et technique, ça veut dire que, comme le disait Marc, dès qu'il y a des décisions politiques, je m'efface et on essaie d'éclairer le décideur ou les décideurs avec des calculs, des éléments d'analyse sur le nucléaire. Alors, le Conseil de politique nucléaire, donc c'est comment ça marche, juste en quelques mots, parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus. Mais comment ça marche le Conseil de politique nucléaire? C'est très simple. À la fin du Conseil de politique nucléaire, je commence par la fin, le président prend des décisions, il dit on va faire ça, 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 ça. Et puis à la sortie, moi je fais un grand tableau d'action suite aux décisions du président, il faut faire ça, 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 ça. Il y a un grand tableau Excel, il y a une 50aine d'actions. Et puis pendant 6 mois, on suit le déroulement de toutes ces actions, on demande aux gens qui peuvent être EDF, Orano, le CEA, Framatome, tous les industriels, ce qu'on appelle les grands donneurs d'ordre, mais aussi les ministères,
ministère de l'énergie, ministère de la défense, ministère de la recherche, des affaires étrangères, de l'écologie et de l'environnement, et j'en oublie, le secrétaire général à l'investissement. C'est très interministériel, la politique nucléaire. C'est une politique qui déjà concerne au premier chef l'énergie et la défense, mais c'est aussi beaucoup plus interministériel que ça. Et donc, les gens travaillent pour essayer de remplir les actions qui ont été demandées. Et puis au CPN suivant, on fait un ordre du jour sur les actions soit qui n'ont pas été remplies, soit qui sont trop importantes pour ne pas être abordées. Et à nouveau, on prend des décisions et on continue. C'est souvent critiqué, ce mode de fonctionnement, parce que c'est très centralisé, pour le coup, au niveau du président de la République. Mais en réalité, c'est une politique, comme je le disais au début, c'est pour ça que j'ai fait ces rappels initiaux, tellement souveraine régalienne, tellement interministérielle, notamment enjeux géopolitiques, défense, énergie, qu'il n'y a pas un seul ministre qui peut être en charge de la politique du nucléaire, et donc forcément, ça monte à un niveau qui est celui-là. Et à vrai dire, on a aussi besoin d'aligner tout le monde, parce que c'est quand même une équipe de France du nucléaire qui est avec beaucoup de monde, qui sont souvent qui ont des tensions entre eux. C'est normal, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Il faut qu'il y ait à un moment un arbitre, un capitaine, et forcément, voilà pourquoi ça monte à ce niveau-là. Alors quels sont les grands enjeux, et finalement, elle est faite de quoi, cette politique du nucléaire? Alors la première chose dont on parle peu, malheureusement, c'est dommage, parce que c'est beaucoup le plus important, c'est le vieillissement des centrales nucléaires existantes. On en parle peu parce que ce n'est pas un truc qui attire les médias, ce n'est pas très sexy. On préfère montrer des nouveaux réacteurs nucléaires que les start-up inventent avec des jeunes très dynamiques et tout. Mais en réalité, le grand sujet, si on veut que les Français aient de l'électricité en 2040, l'hiver, c'est qu'on réussisse à faire vieillir correctement, dans les meilleures conditions de sûreté, les centrales nucléaires actuelles. Et ça, c'est quoi comme sujet? C'est du vieillissement des aciers de cuve, du vieillissement des soudures, c'est de la fragilisation des fils électriques sur 80 ans. Voilà ce que je veux dire par « c'est pas sexy ». Ça fait rarement un article dans les Échos de savoir si le polymère des fils électriques, au bout de 80 ans, il est toujours en forme. C'est pas très drôle, donc on n'en parle pas, et pourtant c'est de loin le sujet numéro un. En plus, pour la décarbonation et pour les prix de l'électricité, c'est vraiment extrêmement important. Jusqu'à quel âge on va être capable de faire vieillir nos centrales? C'est impossible à dire aujourd'hui, avec certitude, et c'est un problème, parce qu'on aimerait bien avoir de la visibilité, ne serait-ce que pour savoir quand est-ce qu'il faut construire des EPR2 pour les remplacer, les centrales qui vont être retirées du service. On aimerait savoir, est-ce qu'elles vont s'arrêter à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans? Et on ne le sait pas, parce que c'est difficile d'anticiper, puis en plus, tout le monde est très prudent, l'autorité de sûreté, elle est très prudente, elle dit, je vous dirai si vous pouvez fonctionner au-delà de 79 ans, quand vous aurez 79 ans. Et donc évidemment, en termes de visibilité pour l'État, c'est un problème, mais après je comprends la prudence de l'autorité de sûreté. On dit qu'on a le gendarme du nucléaire le plus sévère du monde, c'est aussi une fierté, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire combien de centrales pourront fonctionner jusqu'à 80 ans, mais pourtant, c'est extrêmement important. Alors là-dessus, évidemment, il y a des tas de labos au commissariat à l'énergie atomique, à EDF en premier lieu, à Chinon, par exemple, vous avez un labo extraordinaire de physique des matériaux qui étudie des petits morceaux d'acier qui ont été placés dans les réacteurs de centrales nucléaires, des fois très près du cœur pour avoir une irradiation plus forte, pour pouvoir simuler un nombre d'années de fonctionnement plus important que le nombre d'années de fonctionnement réel, et qui permettent ainsi d'anticiper la solidité en fait, des cuves des réacteurs nucléaires, qui est le principal problème. Il y en a beaucoup, mais disons que c'est le problème numéro un pour permettre aux centrales nucléaires de vieillir. Après, on se dit, il y en a quand même sûrement une ou deux ou trois ou quatre, on ne sait pas exactement, mais qui vont être fermées plus tôt. Et donc, comme ça prend très longtemps de construire des centrales nucléaires, on anticipe, et c'est pour ça que le président a annoncé la construction de 6 nouvelles centrales, EPR2, à Penly, Gravelines et Bugey. Et donc, le sujet des EPR2, ça déjà, ça, on en parle parce que ça coûte quand même pas mal de dizaines de milliards. Donc, on en parle beaucoup dans la presse. Et c'est un sujet majeur. Comment construire un coût plus faible? Et donc EDF s'efforce de sortir un devis
avant la fin de l'année, normalement d'ailleurs, avant la fin de l'année 2025, un devis précis du coût de ces EPR2, et il faut qu'il s'efforce évidemment d'avoir un coût le plus faible possible pour avoir une électricité la plus abordable. Marc a parlé de ça, une large partie de son talk avant ça. Un point aussi dont on parle assez peu, puis je vais en parler un peu parce que c'est très important, c'est les usines du cycle du combustible. On parle assez peu du combustible nucléaire, on parle beaucoup des centrales nucléaires, parce que d'abord c'est ce qu'on voit à cause des tours aéro-réfrigérantes notamment, qui sont très visibles. Mais en fait, le nucléaire, c'est aussi une question de cycle du combustible, et on a un grand nombre d'usines, un nombre significatif d'usines du cycle du combustible qu'il faut renouveler aussi, parce qu'elles sont âgées, c'est comme les centrales, elles sont un peu usées, et donc il faut les renouveler. Il y a des grands investissements quand même sur ces usines du cycle, et je vais en parler parce qu'en fait la France est un pays singulier dans ce domaine-là, donc c'est quand même bien de le rappeler, puis pour une fois qu'on peut être fier d'une industrie qu'on est à peu près les seuls au monde à maîtriser à ce point-là, c'est l'industrie du cycle du combustible nucléaire. Donc qu'est-ce que c'est que ces usines? Au départ, vous avez évidemment besoin d'extraire de l'uranium. Donc il y a des mines qui sont dans le monde entier. Enfin, il y a de l'uranium un peu partout. En Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Les mines, on extrait un oxyde d'uranium qui ensuite est acheminé en France par bateau, qui ensuite est converti dans une usine dans le sud de la France, à Malvézy, converti en fluorure d'uranium. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape de conversion, et puis il y a une étape d'enrichissement. Alors c'est quoi l'enrichissement? C'est le fait que vous avez dans l'uranium une toute petite partie de l'uranium qui est en fait fissile, c'est-à-dire qui peut être cassé en deux pour produire de l'énergie. C'est l'uranium 235, et c'est que 0,7% de l'uranium naturel. C'est un peu un miracle en fait cette histoire, parce que c'est le seul élément fissile en fait de la planète. Et il en reste très très peu. Au départ, il y en avait plus, mais avec les milliards d'années qui sont écoulées, il n'y en a pratiquement plus. Et c'est ces 0,7% qui ont permis la naissance de toute l'industrie nucléaire. C'est comme ça. Et donc l'enrichissement consiste à prendre ces 0,7%, les sélectionner pour en faire un peu plus et arriver à 4 ou 5%, pour aller, plutôt 4%, pour aller dans les centrales nucléaires. Ça s'appelle l'enrichissement, et c'est l'usine, par exemple, l'usine Georges Besse en France, qui fait ça. Jusque-là, tous les pays qui ont une industrie nucléaire doivent faire tout ça. Ensuite, il y a la fabrication des éléments combustibles, c'est-à-dire que là, on a fabriqué de l'uranium enrichi. Après, il faut le mettre en pastilles. Les pastilles sont mises dans des gaines, les gaines dans des assemblages. Tout ça est mis, on fabrique des cœurs qui vont aller dans les centrales. Et tout ça, c'est fait à Romans-sur-Isère par Framatome. Donc, c'est encore une autre usine. Ensuite, vous avez les réacteurs. Donc là, c'est dans la France entière. Vous avez les 57 réacteurs. Et après, c'est là qu'on commence à être originaux en France, c'est-à-dire que ce combustible usé, une fois qu'il est usé, au bout de 12-18 mois, on sort le combustible de la centrale nucléaire, on en remet d'autres, et le combustible usé va à l'usine de Lac, qui est une usine unique au monde en fait, procédé unique au monde, une usine unique au monde à l'échelle industrielle. Qu'est-ce qui se passe dans cette usine? Eh bien, on sépare l'uranium de retraitement qui est encore dans le combustible et qui est recyclable, le plutonium, parce qu'il y a du plutonium qui a été créé en réacteur, il y en a 1%, et il reste 4% seulement de produits, ce qu'on appelle les produits de fission ou quelques actinides mineurs, qui vont être vitrifiés pour ensuite aller dans le stockage ultime de CIGEO. C'est-à-dire que nous, en France, on ne stocke que 4% des combustibles usés. Alors que dans le reste du monde, ils prennent l'ensemble de l'assemblage, ils le mettent dans... soit ils l'entreposent, d'ailleurs, comme aux États-Unis, parce qu'ils disent on a de la place, on va le mettre dans le désert. Soit, comme dans les pays nordiques, ils vont aussi faire un trou profond dans des roches qui sont extrêmement stables, et ils vont mettre l'ensemble de l'assemblage combustible en profondeur. Alors, c'est moins cher, mais vous stockez 25 fois plus de matière.
Nous, on ne stocke que 4%, on a réduit au maximum l'ensemble de matière, et le reste, on peut le recycler, et on recycle en particulier le plutonium, qui est remélangé avec de l'uranium appauvri pour faire ce qu'on appelle le combustible MOX, qui est remis dans les centrales. Donc voilà ce cycle-là. Alors, ça demande des procédés chimiques qui sont spécifiques et qui sont difficiles à maîtriser. On n'est pas les seuls à le maîtriser. Tous les pays, notamment qui ont des armes nucléaires, maîtrisent tout ça. Mais ils ont des ateliers qui le font, des ateliers militaires qui sont fermés. Nous, on est les seuls à avoir une usine à l'échelle industrielle aussi forte, aussi grande. Le seul autre pays qui a une usine à l'échelle industrielle aujourd'hui en fonctionnement, c'est la Russie. Mais dans le monde occidental, on est les seuls à avoir cette usine de La Hague qui fait vraiment l'objet d'un savoir-faire d'Orano qui est tout à fait extraordinaire. Et puis ensuite, voilà, le MOX, il est fabriqué à Marcoule. C'est pour vous dire, hein, là, on était à côté de Narbonne, là, on est sur la vallée du Rhône, là, on est dans la Normandie, là, on est dans la Meuse, et là, on est dans le Gard. Donc, on est un peu partout, finalement, avec ces usines. Et donc, ces usines, il faut les renouveler. Et ça demande beaucoup de réflexion sur les technologies qu'il faut introduire dans ces nouvelles usines. C'est pour ça qu'on a besoin de R&D, d'innovation, donc on a besoin de discuter aussi de tout ça dans le CPN. Il y a des infrastructures de recherche du CEA, par exemple, qui ont besoin d'être équipées. Et tout ça, c'est évidemment des dépenses, donc on en parle. Un petit chiffre quand même, parce que j'ai parlé du cycle du combustible. On peut avoir l'impression avec toutes ces usines que ça coûte très cher. Un, c'est vrai, ça coûte très cher. Deux, ramener au kilowattheure, ça coûte moins de 10% du prix de la production d'électricité. Et donc moins de 3% du prix du kilowattheure. Donc en fait, oui, c'est des usines qui coûtent des dizaines de milliards, mais en fait, ramener au kilowattheure, vu que c'est des usines qui vont fonctionner pendant 60 ans avec 360 TWh par an, finalement, ce n'est pas ça le coût le plus important dans le nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi aujourd'hui la place qui peut être faite à des petits réacteurs. C'est en cours, c'est un peu à la mode, je dirais, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant. Il y a un certain nombre de start-up qui se sont lancées pour faire des petits réacteurs nucléaires. Certaines ont été financées par France 2030, 11 en fait, avec des idées de faire du nucléaire avec des innovations un peu différemment ou de conquérir des nouveaux usages. Certains nouveaux usages sont intéressants, par exemple la chaleur. Jusqu'à présent, le nucléaire civil n'a fait que de l'électricité. À peu de choses près. Il y a une ferme de crocodiles qui est chauffée à côté d'une centrale EDF, mais on va dire que c'est quand même un peu marginal comme utilisation. Et en fait, finalement, l'une des choses les plus difficiles à décarboner, c'est la chaleur. La chaleur industrielle, Marc en a parlé. La chaleur urbaine aussi, si on arrive à chauffer finalement des villes entières avec des petites centrales nucléaires, mais qui fournissent que de la chaleur, pas de l'électricité, c'est peut-être intéressant. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des centrales nucléaires d'1 gigawatt. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'acteurs qui essayent de développer des petits réacteurs nucléaires. Alors il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a 11 en France. Le choix a été fait au début de les financer assez largement dans une optique. Bah, écoutez, on a beaucoup d'ingénieurs qui sont malins, qui ont des idées. On va vous donner 10 millions d'euros. On se revoit dans 3-4 ans, on va voir de quoi vous êtes capable. Et puis on sélectionnera les meilleurs. Donc on ne va pas faire 11 types de SMR, de Small Modular Reactors, donc de petits réacteurs nucléaires en France. L'idée de France 2030, c'était on en finance une dizaine. Ensuite, dans une phase 2, on en finance 3 ou 4. À la fin, il n'y en aura qu'un. On ne va pas faire beaucoup de petits réacteurs nucléaires, ce n'est pas l'idée. Mais tout ça avance dans une optique de compétition entre des projets de recherche. C'est une autre façon. Financer les startups, c'est une autre façon de faire de la recherche. Et c'est pareil dans d'autres domaines. Vous pouvez financer un gros labo central qui va faire des recherches sur un sujet. Et vous avez une autre solution, c'est de financer des startups et vous prenez le meilleur finalement à la fin. Vous organisez une sorte de compétition. C'est une autre façon de faire de la R&D. La R&D est de toute façon toujours une compétition. Il y a des sujets RH qui sont importants, qui sont en fait des sujets qui concernent l'ensemble de l'industrie. Ce n'est pas que l'industrie nucléaire. Il y a un problème des ressources humaines dans l'industrie aujourd'hui, d'attractivité des jeunes pour l'industrie et pour le nucléaire en particulier. Et l'industrie nucléaire s'attend à recruter 100 000 personnes quand même dans les 10 ans qui viennent. Ça fait quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas que le niveau ingénieur, il y a aussi le niveau technicien, soudeur,
Il y a des très belles carrières hein, que vous pouvez faire dans le nucléaire sans le bac. Si vous êtes un bon soudeur, c'est un très beau métier. Il y a des choses magnifiques dans cette industrie. Et puis le dernier sujet dont je crois que j'ai prévu quelques slides, c'est le sujet de la fermeture du cycle. La France a aussi la possibilité de devenir souveraine en énergie, en électricité, avec ce qu'on appelle la fermeture du cycle nucléaire, et je vais en dire quelques mots. Alors, c'est quoi la fermeture du cycle? Ça consiste à ne plus avoir besoin d'uranium naturel du tout. C'est-à-dire, on n'achète plus d'uranium naturel. Alors évidemment, c'est un vieux rêve, hein, depuis la lettre de Clemenceau aux États-Unis en 1917, où il demande du pétrole. Du pétrole pour finir la Première Guerre mondiale. On n'a jamais été souverain en énergie. Et là, la fermeture du cycle consiste à dire on va se passer complètement d'importation d'uranium naturel. Alors, comment ça marche? En fait, ça repose sur une technologie un peu particulière qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, qui utilisent un mélange de plutonium et d'uranium-238, donc de l'uranium qui n'est pas le 235, qui est l'uranium appauvri, en fait. Quand vous avez enlevé le 235, il ne vous reste que le 238. Et dans ce réacteur, le plutonium génère l'énergie et l'uranium-238 régénère le PU. C'est-à-dire vous consommez le PU et au fur et à mesure, vous régénérez le PU. Et donc, ça ne s'arrête jamais. Je ne suis pas en train de violer le principe de conservation de l'énergie, je rassure tout le monde. Simplement, il se trouve que la mine d'uranium-238 dont on dispose en France est très, très importante. Certains l'appellent l'uranium infini. Donc, du coup, parce que, quand j'ai dit tout à l'heure, on a 0,7% d'uranium qui est utilisable dans les réacteurs aujourd'hui, ça veut dire qu'on en a 99,3% qui ne l'est pas. C'est cet uranium-238. Et ce 99,3%, on l'a accumulé pendant 60 ans depuis le début de l'énergie nucléaire civile. Donc, on a des milliers, des centaines de milliers de tonnes, 330 000 tonnes aujourd'hui, 400 000 tonnes en 2040. Et donc, on a de quoi faire vivre en électricité la France pendant des millénaires, disons plus modestement, quand on commence à parler de millénaires, c'est qu'on a un peu la grosse tête, l'Europe pendant des siècles. Donc en fait, c'est une source d'uranium infini, donc on n'aurait plus besoin, si on avait tout ça, on n'aurait plus besoin du tout d'acheter de l'uranium naturel dans le monde. Voilà, et donc on serait souverain en électricité pour longtemps. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut pour faire la fermeture du cycle, qui est le nucléaire d'après-demain, on va dire? Il faut évidemment du plutonium pour démarrer le réacteur. Il faut de l'uranium appauvri, on l'a. Il faut être capable de fabriquer un combustible. Ça, on sait faire. Je dirais que ça, on sait faire. C'est pas le plus difficile de fabriquer ce qu'on appelle du MOX, donc un oxyde multiple de plutonium et d'uranium. Ça, la technologie est assez maîtrisée. Il faut quand même savoir faire un réacteur RNR, c'est-à-dire un réacteur à neutrons rapides. Ça a été fait dans le passé. Le premier réacteur nucléaire de l'histoire, d'ailleurs, aux États-Unis, était un réacteur à neutrons rapides, le BR1, 1950, démarrage 1951, qui a allumé 4 ampoules électriques. Donc ça a été fait. En France, on a fait Rhapsody, 1967, Phoenix dans les années 70, Super Phoenix. Ensuite, le projet Astrid était un projet pour poursuivre cette aventure des neutrons rapides. Donc on a depuis une soixantaine d'années, on a déjà fait des réacteurs à neutrons rapides. Si on ne l'a jamais installé, c'est parce qu'ils étaient plus chers que les réacteurs actuels. C'est purement une question de coût. Comme ils étaient plus chers, on s'est dit, bah non, tant qu'on a de l'uranium naturel et que l'uranium naturel coule à flot, il n'y a pas de raison de s'embêter à déployer des réacteurs plus chers. Mais voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain, la géopolitique est compliquée, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, donc on se dit, bon, si on était au souverain autonome, ça serait quand même plus sympa. Donc il faut, du coup, et c'est ça que le président de la République a demandé au dernier Conseil de politique nucléaire, il faut se mettre en capacité de refaire à nouveau, de poursuivre l'aventure des réacteurs à neutrons rapides et d'en faire un autre, dans les conditions de sûreté du XXIe siècle, parce que Super Phoenix a été construit avant Tchernobyl, enfin conçu avant Tchernobyl, et donc les conditions de sûreté n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu énormément de normes et de surnormes de sûreté qui ont été implantées après l'accident nucléaire de Tchernobyl et celui de Fukushima.
Donc il faut refaire un réacteur au XXIe siècle capable de démontrer qu'il peut produire de l'électricité avec des neutrons rapides et régénérer du plutonium. Et puis enfin, et ce n'est pas le moindre des sujets, autant j'ai dit que fabriquer le combustible, ça on savait faire, mais ça ne devrait pas présenter énormément de difficultés, autant le retraitement du combustible, c'est-à-dire l'équivalent de l'usine de La Hague, séparer l'uranium, le plutonium dans ce combustible usé pour refaire du combustible. Donc c'est ça qu'on appelle fermer le cycle, c'est-à-dire vous reprenez le combustible d'avant et vous le remettez dans le cycle et vous n'avez plus besoin du coup d'apport en uranium naturel. Autant ça, ça demande encore pas mal de recherche et développement et ça prendra un certain nombre d'années. Voilà les décisions. Alors quelques conclusions, puis après je vais faire une slide ou deux qui vont faire écho à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, totalement aligné d'ailleurs, hein, mais pour montrer un peu des éléments sur cette affaire d'électricité. Donc conclusion, bon, la filière nucléaire française reste aujourd'hui l'une des plus complètes au monde, c'est-à-dire qu'on a toutes ces compétences, et notamment les compétences sur le cycle, qui sont uniques au monde à l'échelle industrielle. Ça se programme sur le temps long. Quand on parle de la fermeture du cycle, on parle de choses du XXIIe siècle, en fait. Donc, ça paraît bizarre de travailler à mon âge sur des choses du XXIIe siècle, mais c'est comme ça. Pour construire un réacteur à neutrons rapides, pour démontrer qu'on sait toujours faire depuis Rhapsody, Superphénix, Phénix, ça prend 15 ans. Ça prend 20 ans. Après, on verra si on sait bien le faire, combien ça coûte, est-ce que l'uranium coule à flot, est-ce qu'on a des problèmes avec, est-ce qu'on déploie des réacteurs à neutrons rapides. On décidera ça en 2050. Vous voyez, donc et après le déploiement, c'est tout un parc, donc c'est à nouveau pas mal de décennies. Donc c'est un temps très long. Ça, c'est très spécial. C'est notamment des choses que les investisseurs qui ont investi dans les startups n'avaient pas forcément complètement appréhendé. Les durées de vie de développement d'une filière nucléaire. Donc, et puis effectivement, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il a une capacité d'énergie décarbonée, production d'énergie décarbonée, pilotable, la nuit ou l'hiver, et avec une très faible emprise foncière. Évidemment, ça prend extrêmement peu de place par rapport au reste. Alors, j'ai prévu une slide en plus pour essayer d'aborder le sujet qu'a abordé Marc, pour compléter un peu et faire écho à ce qu'il disait. Parce qu'il me reste 10 minutes, je ne savais pas si j'allais avoir le temps ou pas. Je l'avais gardé en réserve. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à électrifier? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi la politique pluriannuelle de l'énergie fait tant débat? Vous avez vu, hein, si vous avez vu dans les journaux, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de rassembler en une slide pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça ne marche pas bien, pourquoi il y a beaucoup de débats là-dessus. D'abord, et on est tous d'accord là-dessus, on souhaite tous accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et si on pouvait décarboner demain matin à 8h30, moi je serais ravi. Bon. Sauf que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, comme l'a dit Marc, il faut accélérer l'électrification des usages en remplacement des fossiles, changer les voitures thermiques en voitures électriques, changer les chaudières à gaz en pompes à chaleur, etc., etc. À partir de là, l'État dit il faut qu'on finance des nouveaux moyens de production, puisqu'on va électrifier les usages, il faut financer des moyens de production, donc des réseaux. Ce n'est pas le moindre des coûts. 100 milliards en 10 ans pour RTE, 100 milliards pour Enedis. Donc tout ça, ça se répercute sur le deuxième tiers que Marc a montré dans les prix de l'électricité. Il faut développer des moyens de production photovoltaïques, éoliens, nucléaires, des centrales, de l'hydrogène, payer des électrolyseurs, etc. Et donc, pour payer toutes ces choses, le consommateur et le contribuable sont mis à contribution. Alors désormais, le contribuable, parce qu'effectivement la taxe qui s'appelait CSPE avant, qui était sur le consommateur, a été reportée sur le budget de l'État, mais il y a toujours une accise sur l'électricité, ça revient un peu au même, mais en toute rigueur juridique, disons, ou budgétaire, c'est le consommateur et le contribuable qui sont mis à contribution pour payer tous ces développements. Le problème, c'est qu'effectivement, la capacité d'offre est supérieure à la demande, parce qu'on a beaucoup développé tout ça, sauf que la demande ne suit pas. Et le problème aussi, c'est que la capacité d'offre, elle ne peut pas baisser. Parce qu'une fois qu'on a construit un moyen de production, qu'on a financé les investissements, ils ne peuvent pas disparaître parce que le financement de ces moyens de production a été consenti par des investisseurs avec la garantie de l'État qu'on les paierait, même s'ils ne produisent pas. C'est là que je reviens à la première slide. L'électricité, ce n'est pas un marché.
Dans un marché normal, si quelqu'un ne vend plus, il meurt. Mais là, quand quelqu'un ne vend plus, on le paye quand même. Parce que les investisseurs ont refusé d'investir s'ils n'avaient pas une garantie qu'on les paierait. Donc du coup, quand vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas de vent, le photovoltaïque et l'éolien touchent le même argent de l'État et se portent très bien. Sauf que c'est évidemment le contribuable et le consommateur qui payent. C'est pareil pour le nucléaire. Le nucléaire demande des contrats pour différence pour la production des EPR2, parce qu'ils disent... voilà. Donc en fait, on a une capacité d'offre qui est très importante et qui ne peut pas baisser. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a une électricité plus chère globalement. Et si l'électricité est plus chère, évidemment, ça retarde l'électrification des usages. En fait, la règle numéro 1 dans l'énergie, elle est simple, c'est que les gens ils veulent de l'énergie pas chère. Et après, il y a effectivement, il peut y avoir des effets de distinction, des effets de posture. Mais en gros, les gens ils veulent de l'énergie pas chère, les consommateurs, mais encore plus les industriels. Les industriels, ils font leurs calculs, et si l'électricité est trop chère, ils restent au gaz ou s'il y a d'autres problèmes. Et comme on a un retard sur l'électrification des usages, ben on a un ralentissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on est parti avec des bonnes intentions, puis à l'arrivée, effectivement, joli cas de suicide, finalement, on arrive à l'inverse. Ce n'est pas seulement qu'on n'a pas réussi à décarboner, c'est qu'on a retardé la décarbonation avec ces investissements-là. Alors d'où ça vient ce problème? Alors au passage, en bonus, vous avez une désindustrialisation, si l'électricité est trop chère. Marc en a parlé. Vous avez aussi un poids dans le budget de l'État, contribuable. Donc on voit que le budget de l'État, ce n'est pas un petit sujet quand on voit les débats à l'Assemblée nationale en ce moment. Et puis vous avez aussi des consommateurs qui sont mécontents. Les gens recommencent à se chauffer. Je dis recommencent parce que c'était un peu la culture au début du XXe siècle, mais à se chauffer à 14-15 degrés l'hiver dans les campagnes. Ce n'est pas forcément des choses que les conseillers ministériels dans les immeubles haussmanniens connaissent, mais effectivement, quand on a une maison en campagne et qu'on gagne moins de 2 000 € par mois, comme la moitié des Français, eh bien, on ne peut pas se chauffer à 19 degrés facilement. Donc ça fait quand même beaucoup, ça fait lourd le poids dans le budget, la déindustrialisation et le mécontentement des consommateurs. Pourquoi? Quelles sont les deux hypothèses qui ont fait que ça a déraillé là, finalement? C'est que, l'État et le consommateur payent tout, ça a été garanti, donc on a garanti aux investisseurs qui toucheraient leur argent quoi qu'il arrive. Et puis aussi parce qu'on a décidé d'un rythme d'électrification, on a choisi le rythme sur la base de l'annonce net zéro en 2050, ce qui part d'un bon, je dirais une bonne volonté, ça part d'un... C'est bien de décarboner le plus vite possible, comme je le disais tout à l'heure, demain matin 8h30, ce serait génial. Donc on est parti du net zéro en 2050, qui est une annonce politique ambitieuse, et c'est bien que le politique ait des annonces politiques ambitieuses, mais après le problème c'est qu'effectivement, comme disait Marc tout à l'heure qui citait le président de je ne sais plus quoi, qui disait le marché ne veut pas ce que l'Europe lui demande. Le problème c'est que ce n'est pas l'État qui achète des voitures électriques, ce n'est pas l'État qui va électrifier les fours à gaz de Saint-Gobain, c'est l'industriel ou c'est le consommateur qui décide. Et le consommateur, effectivement, aujourd'hui, il achète 30 000 véhicules par mois, un peu moins même, et c'est un facteur 5 en dessous de la trajectoire qui était prévue quand on a fait tous ces investissements. Donc on est juste à 20%. C'est incroyable. Hein. Donc en fait, ces deux hypothèses-là, le rythme rapide, en voulant aller trop vite, on a finalement, non seulement on n'a pas été vite, mais on a ralenti la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà ce que je voulais dire pour faire écho à la présentation de Marc. Puis si vous avez des questions, bien sûr, sur le nucléaire, alors je conseille le gouvernement sur le plan scientifique et technique sur le nucléaire civil, aussi sur le nucléaire militaire, donc je n'en ai pas parlé. Si jamais vous avez des questions sur le nucléaire militaire, on peut en parler dans la mesure où je pourrais en parler. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.